Est-ce que ça vous va que on continue mais qu'on termine plus tôt? Comme ça, on peut rentrer à la maison. Parfait. Alors dans ce cas, on va rapidement revenir sur quelques slides en arrière. C'est juste pour, comme on l'a dit avant, faire la distinction entre un prompt et un système prompt. Est-ce que on est bon là? Je crois que c'est ici, oui. Donc un système prompt, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des instructions spéciales qui vont définir le comportement global d'un modèle. Si vous vous souvenez bien, les modèles basés sur le GPT, leur but c'est juste de prédire le prochain mot. Le système prompt, c'est vraiment le message de départ qui va lui dire comment se comporter, et à partir de là, c'est comme ça qu'il va prédire les termes. Il faudra juste savoir qu'il y a trois types de... Si je me trompe pas, trois. Il y a le système, il y a l'assistant, et il y a le user, mais il y a aussi le modèle. Dans sa tête, le modèle, il y a quatre acteurs. Donc il y a lui-même, donc le modèle qui est censé répondre. À chaque fois que nous on va écrire, on va être nommé en tant que user. Donc à chaque fois qu'il va avoir un message qui vient de user, il sait qu'il est censé répondre. Il y a le système prompt, donc c'est le système, c'est le message qui est au départ, il sait qu'il n'est pas censé répondre, qu'il est censé s'adapter à lui. Et il y a le l'assistant, c'est un système prompt en quelque sorte. C'est un message en fait qui est au milieu et le modèle sait qu'il n'est pas censé répondre s'il reçoit cette instruction. C'est juste qu'il est censé en prendre considération. Donc du coup, la structure d'un système prompt classique, donc le but premièrement c'est de définir son rôle. Ensuite, c'est d'établir quelques règles, dire ce qu'il est censé faire et ce qu'il n'est pas censé faire. On peut lui personnaliser un ton. Donc, si le modèle est assez gros et performant, il peut avoir une variété de tons et de personnalités. Et vous pouvez contextualiser aussi, par exemple, et lui dire ce qu'il est censé faire. Alors ça, c'est déjà dans les modèles de base, comme par exemple, on a vu le système initial de Qwen tout à l'heure qui dit tu es une IA qui est censée répondre, et donc il sait très bien comment il est censé répondre en tant qu'intelligence artificielle. Il a lu assez de livres de science-fiction pour le savoir. Et ici, en fait, nous, on peut mettre nos propres prompts, système prompt, et en fait, ça, c'est un peu comme un guide pour nous dire comment le faire pour être sûr d'avoir les meilleurs résultats. Donnez-lui un rôle, et ensuite, donnez-lui des règles, donnez-lui un ton si c'est nécessaire, et donnez-lui un contexte, comme ça, il saura répondre mieux. Et par exemple, ici, c'est le système prompt, apparemment, de ce que j'ai vu sur Internet, de quelqu'un qui l'a écrit, de ChatGPT 4o, et en fait, là, c'est ce qu'on lui a dit, donc avant même de commencer votre conversation dans ChatGPT, il reçoit cette information et donc il sait il s'appelle ChatGPT, il doit avoir des informations dans ses données d'entraînement sur ce qu'est ChatGPT. Au départ, ils ont dû dire que c'était une AI. Et ensuite, là, on lui donne l'information sur comment il est censé se comporter. On lui donne... c'était pas forcément prévu, un instant. Voilà, donc on y est. Et donc ici, on va lui demander... on va lui dire quand est-ce que tu es censé prédire certaines choses, où s'arrêtent tes connaissances, comme ça il sait que si on lui dit après une certaine date, il va dire non, mais je suis pas censé connaître cette date-là. Ensuite, on peut lui donner d'autres informations sur quel autre type de modèle il peut utiliser. Par exemple, là, il utilise DALL-E pour la génération d'images. Donc à chaque fois que tu reçois une description d'une image, bah, tu transformes le prompt pour pouvoir générer une image en utilisant DALL-E. Et donc ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est un prompt qui va donner à DALL-E. Et ça, c'est en fait les function calls. Donc les modèles ont la capacité d'utiliser des librairies et donc là par exemple il sait comment communiquer avec Dolly. Tac et donc là il donne d'autres informations et par exemple sur Python il dit si tu vois quelque chose qui est avec un code Python, bah lance ce code et ensuite retourne le résultat et il dit où est-ce qu'il va lancer en fait les résultats, etc. Comme ça en fait il sait comment répondre et s'arranger. Donc vous voyez ça c'est un très gros système prompt, c'est vraiment le système prompt de départ, mais nous on n'a pas besoin de faire des trucs aussi énormes parce qu'il y a déjà le système prompt de base et il faut juste ajouter par-dessus. Donc, il y a plusieurs techniques de prompt. Donc, vous voyez la différence entre un prompt et un système prompt. Le prompt normal, c'est vous écrivez simplement. Le système prompt, c'est que vous avez l'information et il sait qu'il n'est pas censé répondre. Donc, vous avez différentes techniques pour pouvoir faire du prompt. Vous pouvez faire un zero shot. Donc, vous donnez simplement une instruction simple. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous pouvez faire un one shot. Vous donnez une instruction et un exemple. Un few shot, une instruction et plusieurs exemples. Et un chain of thought qui va pousser le modèle à réfléchir et on lui dit simplement, avant de répondre, fais un plan, pense à faire ci et pense à faire ça. Les modèles qui ont du reasoning font le chain of thought de base, sans avoir besoin qu'on leur dise. Et voilà. Donc ça, ce sont les différentes techniques, si jamais. Donc, on va regarder les exemples rapidement. Par exemple, on dit, par exemple, traduisez le texte suivant en français, good morning. Réponse attendue, bonjour, comment allez-vous? Donc ça c'est juste, cette partie-là c'est juste vraiment le premier système prompt, enfin pas système prompt, le prompt normal, pardon. Ça c'est le one-shot prompting, donc vous avez vraiment l'espace avec un exemple, et ensuite
vous donnez l'instruction et ensuite vous attendez la réponse. Il y a le few shot, on donne plus d'exemples et le nombre d'exemples n'a pas de limite, vous pouvez en donner autant que vous voulez, mais il faut juste faire attention au context size. Et ensuite ici le chain of thought, c'est par exemple combien font tel et tel. Ensuite on lui dit fais les étapes, commence par faire ça et commence par faire ça. Et ensuite on a une réponse attendue qui est censée être quelque chose comme ça. Donc c'est l'idée du chain of thought, et c'est pour ça que les reasonings sont bien pour ça, parce que quand vous commencez à écrire, vous lui donnez plus de contexte et il a plus d'éléments pour pouvoir réfléchir et avoir des meilleures prédictions plus précises. Donc si jamais vous cherchez des idées pour des bons prompts, parce que il y en a tout plein sur internet maintenant, vous pouvez aller regarder dans The Big Prompt Library, c'est une liste vraiment avec une grande variété de prompts qui sont assez utiles. C'est un lien, donc vous pouvez cliquer dessus. Vous avez un prompt que j'ai trouvé assez intéressant qui permet de faire du raisonnement sans qu'il y ait de raisonnement de base, donc ce qui est cool. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, le chain of thought, le raisonnement qui a déjà été impliqué par exemple dans des modèles comme DeepSeek, SmallThinker, etc. Donc ce sont les modèles qui sont capables de le faire de base. Et ensuite, ça c'est ce qu'on vient de faire, on vient de créer des applications, donc on a vu l'exemple du dictionnaire des synonymes que je vous ai montré, et donc le but c'est de pouvoir écrire en un seul mot, renvoyer une liste des synonymes, et ça évite en fait de devoir réécrire le prompt à chaque fois, et j'économise du temps. Et donc ça c'est d'autres astuces pour les prompts basées en fait sur ce qu'on sait déjà sur les LLMs, sur le fait que ce sont des outils de génération de termes. Par exemple les LLMs sont des bons acteurs, donc si vous lui donnez un rôle, il sera mieux à accomplir son travail, plutôt que lui dire fais ça, dites-lui alors tu es quelqu'un qui sait faire ça, ça va déjà beaucoup plus l'aider à se rentrer dans son rôle. Les LLMs sont aussi des bons prédicteurs de tokens, donc le contexte a une grande importance, donc donnez-lui le plus d'informations possible si nécessaire. Bien sûr, si plus le modèle est gros, moins il a besoin d'informations, mais après, j'ai l'impression que ça repart de nouveau, plus il est gros, plus il faut être précis dans les informations. Donc les LLMs manquent aussi un peu de sens commun, même dans les modèles les plus avancés comme O1 et O3. Lorsque vous leur demandez par exemple des questions qui semblent banales pour quelqu'un de normal, en fait ils ont de la peine à s'en rendre compte parce que ils manquent d'expérience. Eux, tout ce qu'ils ont, c'est des textes écrits, et donc ils se basent sur ces textes, mais en fait ils n'ont jamais pu expérimenter le monde tel qu'il est. Les LLM savent aussi recopier des structures, donc c'est bien de donner des exemples concrets, comme on vient de le voir avec les few shot ou les one shot. Les LLM sont aussi modernes, les LLM modernes ont un grand contexte, donc il ne faut pas hésiter à mettre des prompts longs si il faut détailler certaines choses. Les LLM sont aussi bons pour repérer les structures, donc il ne faut pas hésiter à utiliser les caractères spéciaux. Moi, mes favoris, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont les espèces d'accolades pour améliorer la structure. Et ensuite, les LLMs donneront toujours une réponse, même lorsqu'ils ne savent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, surtout pour les plus petits modèles, donner des instructions lorsque le modèle ne sait pas. Parce que si vous voulez lui demander quelque chose qu'il ne sait pas, il va dire « mais bien sûr, je sais », et il va vous répondre n'importe quoi. Donc c'est toujours bien de pouvoir le spécifier. Et donc en fait, ces astuces-là, on finit par penser comme un programmeur, parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on fait de base, de devoir donner le plus d'informations possible, de devoir donner des instructions au cas où certaines choses ne passent pas, et gérer les erreurs, savoir gérer les variables, tout un tas de choses. Et donc ça c'est l'exercice qu'on vient de faire. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au RAG? Non? Super. Alors l'image elle n'est pas de super bonne qualité, je vais essayer de vous l'expliquer en même temps. Je sais pas pourquoi il y a autant de pixels, mais bon. La première chose que va faire le RAG, en fait, ça va vous permettre de pouvoir utiliser des données que vous avez, ça peut être des documents, etc., et de pouvoir les utiliser pour pouvoir, générer des meilleures réponses, parce qu'il y a certaines réponses qui ne savent pas, et par exemple, si vous avez toutes, des tonnes de PDF sur un sujet spécifique et que vous voulez récupérer les informations dessus, eh bien, vous pouvez demander à votre modèle d'aller chercher les informations dedans. Et donc, lorsque vous allez ajouter le modèle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un modèle d'embedding, c'est recommandé d'utiliser un modèle d'embedding, et va mettre les résultats dans une base de données en morceaux découpés. Et en fait, grâce à ça, il va pouvoir récupérer les informations basées sur la question. Et ensuite, vous avez ce Smart Retriever, si vous voulez. Lorsqu'on va poser la question, il va aller chercher les informations dans les données. Ça peut être des données local, ou un site. Il va récupérer les informations, puis il va répondre à la question avec les informations, et il va répondre une réponse qui est bien meilleure. Et en fait, ça, c'est très pratique parce que même un modèle très petit, un 3B, peut avoir des meilleures réponses qu'un modèle de OpenAI, par exemple, fort haut, s'il a les bonnes données. Donc, c'est très puissant, et donc nous, on va voir deux méthodes de le faire. Donc, d'abord avec des documents locaux, et ensuite avec une connexion Internet. Donc, on va regarder ça tout de suite sur Page Assist. Donc du coup, une chose que vous pouvez faire, c'est aller dans les paramètres déjà. Donc il n'y a rien besoin d'installer, de mettre en place, mais c'est juste pour vous montrer comment vous gérez les paramètres des RAG. Donc vous allez dans RAG,
Ici, vous allez choisir le modèle d'embedding. Vous pouvez choisir n'importe quel type de modèle, mais c'est mieux de prendre un modèle d'embedding et je vous propose celui-là parce qu'il est multilingue. J'ai déjà essayé d'autres modèles d'embedding et ils sont juste mauvais pour récupérer les informations et les trier. Dès le moment où en fait ce sont des mots en français, ils ont de la peine. Et ensuite ici, le diviseur de texte, c'est comment il va découper le texte. Vous pouvez le laisser, le recursive character text splitter, il est bien. Ici, il va nous dire la taille de découpage, et il me semble que c'est en token, donc ici ça représente environ 750 mots si je me trompe pas, ou c'est des caractères, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Et ensuite ici c'est les chevauchements, c'est pour éviter en fait que vous ayez des bouts de texte importants qui soient séparés les uns des autres, et donc c'est pour limiter cette casse. Et puis c'est le nombre de documents à récupérer ici, donc moi j'en ai mis 10 parce que de base je crois que c'est 4. Plus vous en mettez, plus il va prendre du temps à répondre, mais mieux seront vos résultats. Mais après, des fois, il peut avoir des résultats un peu bizarres. Et ensuite, ici, c'est la taille des... comment on pourrait appeler ça c'est des fichiers pour la base de connaissances. Imaginez que ce sont des classeurs, là, vous avez mis, ou dossiers, là, vous avez mis, en fait, toutes vos informations. Et vous pouvez modifier ça comme vous le sentez, donc, et sauvegarder. Et ensuite, ici, le reste, ce sera pour les sites web. On regarde ça dans quelques instants. Donc... si vous voulez utiliser un modèle, vous devez aller ici dans gérer les connaissances. Donc ici, j'en ai tout plein déjà. Et vous pouvez faire ajouter une nouvelle connaissance. Et ici, vous pouvez mettre, déjà un titre. Par exemple, mes connaissances. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme PDF. Et ici, par exemple, il va nous dire qu'on peut prendre des fichiers PDF, des CSV, des fichiers texte, des Markdown et des documents Word. Donc, on peut cliquer ou vous pouvez simplement les glisser ici. Et par exemple, je vais essayer de trouver des documents, par exemple. Je vais prendre mobilité en Suisse. Voilà, donc je vais prendre par exemple ces 3 fichiers-là. Voilà, il va les ajouter. Et donc c'est là où l'importance de la limite est grande parce que j'ai mis la limite à 50, donc je peux mettre 50 documents. Et je peux les supprimer si jamais. Et je peux le soumettre. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer l'embedding. Là, vous voyez qu'il fait un traitement. Et donc dans ce traitement, il est en train de découper le texte en morceaux et de prendre chacun des morceaux et de les mettre dans un espace vectoriel pour qu'on puisse récupérer les informations tout à l'heure. Donc il faut attendre que ça se termine. Voilà, c'est terminé. Et ensuite ici, vous pouvez simplement, vous pouvez retirer l'application, sinon ça lui fait trop de travail. Et ensuite ici, vous pouvez simplement cliquer ici sur mes connaissances et choisir, une connaissance et lui poser une question, par exemple, de quoi parle les textes, voilà. Bon, j'aurais dû vous donner un exemple où je connaissais le contenu des textes, ça m'aurait permis de vous confirmer un peu, mais apparemment ça a l'air d'être dans la thématique, je sais que c'est dans la bonne thématique, donc c'est bon. Et donc vous pouvez lui poser des questions très spécifiques, il saura y répondre, et il le fait plutôt bien. Et en fait, ici, il va nous mettre où est-ce qu'il a trouvé les informations, vous pouvez cliquer dessus, et il va vous mettre le texte où il a trouvé ça, et il va vous dire aussi, par exemple, dans quelle page et dans quelle ligne. Donc vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire du RAG. Je vais vous inviter à tester et voir, si vous avez des fichiers texte, PDF, s'il y a des choses qui vous intéressent. Il faut aller là, dans les paramètres. Et ensuite ici, il faut aller dans paramètres de RAG, c'est ça. Et ensuite ici, on peut choisir le modèle d'embedding. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, quand j'ai posé la question, les documents étaient en anglais et il m'a répondu en français. Donc ça, il sait aussi très bien le faire, la traduction dans les deux sens. Ouais. Depuis là-dedans, non. Malheureusement, il faut le faire en dehors et après. Ça aurait été pratique, mais je sais qu'il y a des applications qui le font. Faut juste aller dans la liste. En fait, on peut aller là dans Ollama, GitHub, et ensuite dans le GitHub, il y a la liste ici de tous les, de toutes les applications qu'il utilise. Des fois, il y a des descriptions, donc faut pas hésiter à les regarder. Ah mince, pardon. Alors dans ce cas, je recommence à 0. Alors il arrive, parfait. Alors oui, je disais, sur la page d'Ollama, il y a un élément qui s'appelle GitHub. Sur GitHub, après, vous pouvez descendre. Et là, en fait, vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, toutes les applications. Il y en a certaines qui ont des descriptions. Et en fait, il y en a certaines qui permettent de pouvoir éditer du texte. Je me souviens plus laquelle c'était. J'en avais vu une qui permettait d'éditer directement le texte en LLMs. Mais Obsidian, par exemple, c'est aussi une chose qu'on peut faire avec. Parce que j'ai dû installer sur cet ordinateur, je ne sais plus. Mais voilà. Donc, vous pouvez simplement regarder. Il y a probablement une application qui marche avec Ollama. Et l'avantage, c'est que vu qu'Ollama est déjà installé, vous installez l'application, elle va marcher directement avec, sans problème. Ouais. Ah, ouais. Ok. Alors, peut-être. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire ça de cette manière-là. Malheureusement. Ah non, un document entier, je pense pas.
des parties de documents, pourquoi pas. Mais j'ai jamais testé. Ça pourrait être possible, mais le problème c'est que en fait, lorsque vous le mettez dans le RAG par exemple, il le divise en de nombreux morceaux et en fait, il travaille qu'avec quelques morceaux et pas tous, et pas tout le document en entier. Par contre, si vous voulez copier-coller, c'est où, c'est là, voilà. Si vous copiez-coller l'intégralité et que ça peut rentrer dans tout son contexte, il peut le modifier typiquement. Voilà. Par exemple, c'est ce que je fais avec correction ici, pardon, en français. Je lui dis de garder exactement le texte tel qu'il est, mais de juste modifier, en fait, retirer les fautes de frappe, etc. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est assez limité à ce niveau. Est-ce que du coup, je peux vous inviter à faire un test avec Internet? Super. Alors, oui. Donc, on va retourner sur Page Assist. Donc là, c'est encore plus simple. Je peux simplement lui poser une question. J'active Internet et je peux lui dire quelle est la taille d'un castor. Et donc, tant que cet élément est on, il va chercher sur Internet, et vous vous souvenez, on a regardé déjà dans les paramètres comment faire pour régler ça, et vous avez vu qu'il y avait un petit recherche sur Internet, et une fois qu'il a terminé, il va me donner toutes ces informations-là, il va me dire, voilà où j'ai trouvé ces informations. Malheureusement, il va pas vous dire dans quelle ligne il a trouvé l'information, il sait juste que c'est dans ces sites-là et on pourra vérifier après. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Après, il y a une autre chose que vous pouvez faire aussi, mais en fait, on va pas le faire parce que ça donne des résultats assez catastrophiques. Donc on va se concentrer vraiment sur ça. Parce que ça vous a donné des résultats assez satisfaisants ou un peu bizarres, et il a dit des choses fausses. Ouais, donc il a pas du tout donné la réponse. Ah ouais. Ouais, évidemment, oui. Bah, je pourrais essayer. Mais je vais essayer peut-être la même, mais peut-être avec un plus gros modèle. Je vais regarder quand part le prochain train pour Genève. Ah, de Genève à Lausanne. J'ai jamais testé quelque chose d'aussi spécifique, ouais. Mais on va voir. Je n'ai malheureusement pas accès aux horaires de train en temps réel pour aujourd'hui, 2 octobre 2020. Ouais, il est pas 2 octobre 2025, ouais. On est le 2 octobre 2025, j'ignorais. Bon, peut-être qu'on pourrait lui donner un peu plus de contexte, je sais pas, on va voir. Aujourd'hui, on est le 10 du 02 2025. Il est 16h50. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon, au moins ça vaudrait la peine d'essayer. Ouais, je n'ai pas d'accord, ok. La même chose qu'ils disent avant. Bon, l'avantage au moins, c'est que je peux l'arrêter avant. C'est un peu lit, mais au moins, je peux passer à la suite. Super. Donc, ouais, pour certaines questions, ben, je pense qu'ils sont toujours pas au point. Pour des questions un peu plus spécifiques, je pense que, ou un peu plus simples, ça peut faire l'affaire, donc voilà. L'autre manière de pouvoir l'utiliser, c'est sur Internet cette fois-ci. Je sais pas, je cherchais. Oh, attendez, est-ce que il y avait oui, c'est ça. On va y voir Wikipédia. Ah, il me l'a mis déjà en... Ok, super. Alors moi, je cherche un castor. Ils ont les informations dessus. Ouais, il y a des castors. Parfait. Du coup, vous voyez que j'ai une fixation sur les castors, mais c'est juste un très bel animal, si jamais. Donc, vous pouvez faire... on va ouvrir la barre latérale et pour pouvoir le faire, vous allez utiliser le raccourci qui est juste écrit ici, CTRL majuscule Y. Quand vous allez faire ça, en fait, ça va vous ouvrir une barre latérale sur n'importe quel site où vous vous trouvez. Je sais que sur Chrome, ça l'ouvre à droite, et donc pour tous les modèles, pour tous les navigateurs basés sur Chrome, ça va l'ouvrir à droite, mais Firefox a décidé de le faire à gauche, ce qui me perturbe un peu, mais ça va très bien. Et en fait, l'avantage ici, c'est que je peux choisir le modèle que je veux pour pouvoir faire l'analyse, et ici, en fait, il va discuter avec la page actuelle. Je vais mettre un 3B pour que ça aille plus vite. Quen. Et du coup, toutes les questions que je vais poser juste ici, bah en fait, il sera en mesure d'y répondre. Bon, ça va prendre un certain temps. Donc, par exemple, je vais lui demander, je suis pas un expert en castor. Bon, allez. Quelle taille fait un castor? Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les informations sur cette page, qui est déjà sur mon ordinateur, vu que j'ai déjà fait l'appel. Il va le transformer il va mettre dans un vecteur embedding, il va prendre ma question et il va y répondre. Et là, il va me dire que le castor eurasien peut peser entre 13 et 35 kg. Ok, 35 kg, ok. Et mesurer entre 73 et 135 cm. Est-ce que c'est vrai, c'est qu'il me raconte? Voyons voir. Ouais, bah il a répondu correctement, donc c'est rassurant, même pour un petit modèle. Donc voilà, donc avec ça vous pouvez dialoguer avec des pages. Pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à trouver un moyen de le faire dialoguer avec des PDF, parce que je sais que par exemple avec je peux ouvrir des PDF avec Firefox, et la prochaine étape ce serait bien de pouvoir être en mesure d'ouvrir mes PDF sur Firefox et de dialoguer directement avec cet élément. Donc je peux vous laisser tester ce RAG si vous avez envie. Bon, pas forcément sur des castors, mais il y a plein d'autres sujets intéressants. Est-ce que les modèles sont efficaces? Est-ce qu'ils sont inquiétants? Le même raccourci, CTRL majuscule Y. Ça marche pas? Ah mince. C'est sur Brave, c'est ça?
C'est bizarre parce que c'est un Chromium, donc il devrait fonctionner plutôt bien. Ah ouais, il veut pas. Très bien. Alors, faudrait peut-être regarder dans les raccourcis. Attends, est-ce que si je fais CTRL... Ouais, CTRL B du coup. C'est un universel. Ouais, pardon. C'est pour Mac, oui. Super. Mais il me semble que normalement, c'est possible de pouvoir gérer les raccourcis. Il y avoir un truc quelque part comme ça. Ah, raccourci clavier, voilà. Ouais, typiquement ici on peut les changer. Ah ouais, parce qu'il en faut dans Brave, raccourci globaux, je sais pas. Ouais, c'est ça. Donc ici, c'est là. Sur Brave, c'est juste ici. Je suis allé regarder dans les extensions et c'est ce que j'ai trouvé là. Mais on peut les modifier, donc si jamais c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Pour améliorer les résultats, si vous avez des gros modèles, des 7B à 14B, c'est pas trop un souci. Mais si vous avez vraiment un modèle 3B, là ça peut parfois devenir problématique. C'est dans les paramètres. Il faut aller dans les paramètres de RAG. Et généralement, je vais tout en bas. Donc c'est configure RAG prompt. Et en fait ici, à chaque fois il y a le texte qui a été écrit, mais moi je l'ai modifié pour ajouter answer in the same language as the question asked. Parce que des fois il répond dans une autre langue. Enfin, des fois, les petits modèles répondent dans la langue dans laquelle le texte a été écrit, et donc du coup, il fait pas un très bon boulot. Et donc, je le mets ici aussi, je le mets aussi dans le web, ici, je l'ai mis où là? Oui, answer, je l'ai remis là aussi. Donc, juste mettez-le où vous trouvez que ça semble faire sens, et comme ça, en fait, vous avez les réponses toujours dans la même langue. Et n'hésitez pas à modifier ces systèmes prompts, parce que en fait, ça peut vous permettre d'avoir des meilleurs résultats. Donc voilà. Je pense qu'on va gentiment conclure. Du coup, alors malheureusement, l'amère leçon aujourd'hui, c'est que plus gros, c'est toujours meilleur, malheureusement, même dans les modèles locaux. Mais ce qui est assez... ce qui donne un peu plus d'optimisme, c'est que les modèles 3B, en fait, qui sont tout petits, qui marchent à peu près partout, s'améliorent au fur et à mesure. Les tout premiers modèles 3B n'étaient pas aussi bons que ceux d'aujourd'hui. Donc j'ai l'espoir que peut-être d'ici plus tard, dans la fin de l'année, on aura des meilleurs modèles. Bon, par contre, si vous avez un meilleur ordinateur qui peut utiliser du 7B, du 14B, etc., n'hésitez pas, là, vous allez être très content. J'ai arrêté, par exemple, d'utiliser ChatGPT depuis 8 mois déjà. Maintenant, j'utilise d'autres alternatives pour pouvoir travailler avec, et les modèles locaux en font partie, parce que j'ai remarqué qu'une grande partie de ce que je faisais, c'était de la correction, de l'envoi d'emails, etc., et donc j'avais déjà tout en local, et je peux simplement copier-coller et obtenir ce que je veux. Et tout est local, donc j'ai pas besoin de censurer une partie des emails que j'écris. Et donc, du coup, on en vient à cette conclusion de cours. Donc, dans ce cours, nous avons vu comment acquérir du vocabulaire propre aux LLMs. Donc, typiquement, on a vu ce qu'étaient les Large Language Models, ce qu'était le RAG, ce qu'était le System Prompt, etc. Donc, c'est des modèles, enfin, c'est des termes que vous allez entendre souvent si vous naviguez dans ce domaine. On a pu aussi apprendre ce que sont les limitations des grands modèles comme ChatGPT, mais leurs alternatives aussi, quelles sont leurs limitations. On a aussi pu comprendre les avantages des modèles locaux, mais aussi leurs désavantages dans certains cas. Et on a pu aussi voir comment utiliser des modèles locaux, donc on a pu installer ça avec Ollama, Hugging Face, etc. Mais ce que je vais vous montrer vraiment, c'est juste le départ et c'est la surface, on peut faire beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus d'applications. Et si vous savez coder un peu, vous pouvez faire beaucoup plus de fonctionnalités. Typiquement, une chose que je trouve qui manque dans la plupart de ces modèles-là, c'est de pouvoir faire une analyse et de pouvoir justement faire de la récursive dans des textes. J'ai fait ça par exemple pour de l'analyse d'articles de journaux. À un moment donné, je devais récupérer qui étaient les acteurs, dans quel lieu ils s'étaient fait, etc. Des informations qui m'auraient pris du temps à relire pour chaque article. Et j'ai juste fait une boucle dans R et après il m'a juste collecter toutes les informations et il m'a tout mis dans un beau tableau. Donc la limite, c'est que notre imagination. C'est aussi la taille du modèle, malheureusement, mais au moins avec ces alternatives, vous voyez qu'il y a des choses pas mal. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que des modèles locaux, vous avez vu les autres alternatives comme DuckDuck AI ou les espaces sur Hugging Face. Et bien sûr, ça c'était un petit exemple, donc j'espère que le cours vous a quand même plu et que vous avez appris quelques trucs. Donc merci pour votre attention. Et bien sûr, les slides sont à disposition. Vous pouvez y avoir accès quand vous voulez, parce que ils seront toujours là. Je les mettrai peut-être à jour pour plus tard. Et si jamais j'ai commencé une série de vidéos sur ma chaîne YouTube, justement sur comment utiliser Ollama avec différents outils. La vidéo qui va suivre ce vendredi, ce sera sur le RAG. Mais bon, vous l'avez déjà vu, donc on a déjà vu aujourd'hui ce que c'était, donc voilà. Mais ça va, pas trop déçu quand même des modèles locaux. Ils sont moins puissants que notre bon vieux ChatGPT. Mais c'est ça. Ouais,
ça m'a fait un bien fou parce que par exemple des fois j'envoyais des mails et je voulais juste les réécrire et vu que l'anglais, je parle anglais mais c'est pas forcément la langue que j'ai le plus de plaisir à écrire, des fois j'envoyais sur ChatGPT mais du coup je devais retirer des tonnes d'informations confidentielles, ça me prenait du temps supplémentaire et j'étais là, en fait, qu'est-ce que je fais? Et avec ces modèles locaux maintenant, j'ai Qwen 14B, il marche plutôt bien. Je copie-colle, c'est réglé, ça passe. Donc, pour certaines tâches, je préfère vraiment les modèles. Après, voilà, la question c'est à quel point... et après, il y a aussi d'autres types de fournisseurs. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a quand même quelque chose que vous avez aimé ou retiré du cours? Ça, c'est juste personnellement, savoir s'il y a des choses que je dois améliorer ou s'il y a du contenu que je devrais ajouter. Ok, super, content de l'entendre. Ouais, super. Est-ce que j'aurais dû peut-être donner plus de temps à la pratique ou ça allait encore? Parce que des fois, j'ai tendance à noyer les participants dans des théories et dans plein d'informations. Ah, la pratique, ouais. Oui. Ouais, super. Bah merci beaucoup. Je notais. Oui. À faire. Ouais, beaucoup d'informations. Super. Non, ce sera toujours là. À moins que GitHub décide d'un jour de fermer tous leurs serveurs. Alors là, oui, c'est un peu compliqué. Mais si jamais, j'ai oublié de vous dire pour la présentation, c'est parce qu'elle est sur mon GitHub, effectivement. Ah oui, vous voyez pas. Si jamais elle est interactive, donc est-ce qu'il veut bien me connecter? Hop, donc voilà. Bon, elle est sur mon GitHub. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous pouvez naviguer, si vous appuyez sur M, vous pouvez naviguer en fait en fonction des différents sujets que j'ai mis. Si vous appuyez sur Escape, vous pouvez naviguer en fonction des slides. Donc si vous voulez vous déplacer, donc ça peut être assez pratique. Et attends, qu'est-ce qui manque? Pardon. Hop. Et ensuite, s'il veut bien me fermer ça. Ensuite, si vous appuyez sur E, il va le transformer en slide traditionnel. Et donc du coup, vous pouvez les lire de cette manière-là, ou vous pouvez les imprimer en PDF. Donc si vous voulez les avoir en PDF chez vous. Donc c'est aussi des alternatives. Donc c'est très bien fait, c'est Quarto, c'est merveilleux. Je peux plus m'en passer. Quarto, ouais. Vous connaissez Air Markdown? Non, pas du tout. Bon, en fait, c'est un notebook et qui s'inspire un peu d'Air Markdown. À l'intérieur, on peut utiliser principalement R, Python, Julia et JavaScript OJS. Et en fait, on peut aussi ajouter d'autres langages. Et en fait, c'est comme un notebook. En fait, je crois que j'ai le code juste ici. Et vous remplissez tout en Markdown. Vous pouvez ajouter des éléments HTML, des éléments LaTeX, etc. Et ensuite, il vous le transforme en Reveal.js, qui est une librairie sur JavaScript. Et ça, c'est vraiment toute la présentation qui est juste ici. Simplement, l'avantage avec ça, c'est que, par exemple, au milieu de la présentation, je pourrais juste ouvrir un bloc de code, s'il veut bien, Alt-I, voilà, et faire un calcul sur R ou sur Python. Bon, c'est le même calcul ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, il faut que j'installe le package reticulate parce que je suis en iter. Mais ça marche aussi sur Python si j'ai le package reticulate ou si je change l'engine sur Python. Voilà. Très puissant, j'aime beaucoup. Donc si jamais ça vous intéresse, Quarto aussi c'est très bien. J'avais proposé l'année dernière de faire un cours sur Quarto durant justement le takeover, mais il a pas été retenu, donc je me suis dit que les gens connaissaient pas assez pour que je présente. Pourtant c'est tellement merveilleux.